Bonjour et bienvenue au podcast Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Jessica. Salut Jessica. Allô, merci à toutes les deux là, de m'avoir invitée. Vraiment contente de t'accueillir à notre podcast, Jessica. Ben merci, je suis vraiment contente d'être là aussi. Merci. J'aimerais ça qu'on commence par une petite présentation brève de qui tu es. T'as quel âge? Tu vis dans quelle région? C'est quoi tes projets en ce moment? Moi, j'ai 25 ans, puis j'habite à Montréal, puis je suis aux études au troisième cycle, donc au doctorat en psychologie pour devenir psychologue clinicienne. Très nice! Ouais. On a un petit point en commun. Moi, j'ai fait un certificat en psychologie. Oh! Sûrement qu'on a un background similaire qui nous a poussé à être intéressés à la psychologie. En Je effet, vois probablement. du tout de quoi vous voulez parler. Moi, j'ai fait psychoéducation. Ah ben, on est proches! Et tu vois, moi, j'ai fait la majeure en éducation. Fait que, on est pas On, s- mal, on se complémente. en effet, dans les mêmes genres de domaines. Puis là, en ce moment, ça veut dire que tu es à temps plein aux études, j'imagine. T'as pas encore d'emploi. Non, exactement, à temps plein. Puis il me reste un an et demi. Puis ensuite, dans le fond, il me reste un internat à faire. Puis par la suite, je suis censée avoir mon permis de psychologue. On se croise les doigts pour que ça se passe bien. Comment ça a été justement rentrer au doctorat? Parce que j'ai déjà entendu parler que c'était assez difficile de pouvoir rentrer dans le troisième cycle en psycho. Tout à fait. C'était un calvaire, si j'ai le droit de dire ça. OK. Oh oui, en masse. Oh! Ouais, non, c'était vraiment difficile, là. Dans le fond, c'est un programme extrêmement contingenté. Donc, ça me demandait là, au baccalauréat d'être méga focus sur mes études, de faire beaucoup de sacrifices et peut-être même ça l'a un petit peu abîmé ma santé mentale et je recommande à personne, mais c'est un peu ça que ça fait le parcours doctorat. Puis ça, c'est comme un autre histoire, on pourrait faire un podcast là-dessus, là, mais c'est vraiment difficile. C'est tellement contingenté que souvent les étudiants au baccalauréat, ils vont mettre un peu leur santé mentale de côté. Puis c'est ironique, ça, c'est pour devenir psychologue. Fait que, mais non, ça a été vraiment difficile. Ça m'a demandé d'être un peu comme une pieuvre tentacule, puis de faire plein de choses à gauche, à droite, faire des expériences de recherche, des expériences de bénévolat, des expériences cliniques, d'avoir des notes, des A+, constants. Fait que non, ça a été difficile, mais ça a été payant parce que finalement, je suis où que je suis aujourd'hui. Puis c'était mon rêve d'enfant de devenir psychologue. Fait que je suis bien contente. Moi, ce qui me touche dans ce que tu dis, c'est tu sais, la santé mentale qui est affectée par nos études. Puis, tu sais, moi, je l'ai Mm, vu au bac, là, justement, tu sais, beaucoup d'anxiété de performance aussi. mm, Ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que l'université a tendance à mettre ça sur le dos des étudiants, en fait, de responsabiliser les étudiants sur leur santé mentale, puis de leur dire, ah, prenez soin de vous, gna gna gna, puis là, ils nous parlent des, tu sais, des premiers soins psychologiques ou tu sais, de prendre soin de care. Puis, tu sais, c'est valable, là, ça se vaut. mm. Sauf que le problème, c'est qu'ils remettent pas en question l'organisation de leur programme, puis l'organisation de la structure universitaire en tant que telle, en tant que culture organisationnelle, qui est problématique à Tout différents à fait. niveaux, là. Fait que, tu sais, Ouais. moi, ma mère, elle travaille aussi comme TGDE, genre technicienne des dossiers étudiants, puis elle en arrache, là, c'est épouvantable. Fait que, en tout cas, Ouais. tout ça pour dire que je trouve, tu sais, c'est touchant ce que tu dis, que oui, les étudiants en arrachent, mais en même temps, genre, qu'est-ce qu'on fait sérieusement pour comme permettre que ça soit plus agréable que ça? Hey, moi, c'est mon expérience la plus violente que j'ai vécue. Je pense que ça a Mm. été mon expérience universitaire, là. Fait que, tu sais, Puis imagine, tu sais, c'est ça. on a eu une enfance difficile, puis finalement, on se fait aussi ramasser à l'université, mais tu as tout à fait raison, là, il y a de quoi d'un peu problématique à se questionner. Tu sais, pourquoi qu'on met autant d'efforts, autant de sacrifices pour une vie meilleure, mais dans ce processus même, on se brime dans notre propre santé mentale, là. Fait que non, je suis bien d'accord.
Mais surtout que c'est pour des métiers sociaux, puis qu'on est en pénurie, puis qu'on a de besoin, puis qu'on fait rien pour faciliter, tu sais, vraiment ces processus-là, puis qu'on contingente, puis qu'on n'ouvre pas vraiment de poste dans le réseau public, puis que, tu sais, tous les Tellement. psychologues s'en vont en privé. Fait qu'en tout cas, je souhaite que ça s'améliore. Mhm. Y a-tu fallu que tu fasses une maîtrise avant d'aller au doctorat ou juste le baccalauréat, puis après ça, c'était tout de suite le doctorat? Ben oui, dans le fond, c'est un passage direct, là. Donc, moi, j'ai pas eu. Ben, en fait, ça dépend, là. Il y en a qui vont faire le détour à la maîtrise si ils n'entrent pas directement au doctorat. Moi, dans le fond, j'ai pas été acceptée la première fois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé comme intervenante psychosociale à tel jeune. Puis là, par la suite, j'ai réappliqué au doctorat. Puis là, j'ai été acceptée, mais j'ai pas passé par la maîtrise parce que moi, c'est vraiment plus le volet clinique qui m'intéresse et moins le volet recherche, quoique j'aime vraiment, là, actuellement, la recherche que je fais dans mon doctorat, mais c'est vraiment plus dans le but de devenir clinicienne là, que je fais mes études. Donc, j'ai pas voulu là, faire ce détour là, à la maîtrise. C'est quoi ton projet de recherche avant de tomber là un peu plus dans ton vécu, mais j'étais curieuse de Ouais. savoir c'est quoi ton projet de thèse. Ben, c'est sûr qu'il en fait, j'allais dire ceux qui font de la recherche, mais un peu tout le monde, là, on peut faire des liens hein, avec notre background, puis où ça nous amène. Fait que là, moi, ma recherche, c'est comment les pratiques parentales influencent le développement du tempérament à la petite enfance. Fait que c'est sûr qu'on peut voir un lien, mais c'est très intéressant, mais à date, pas trop concluant statistiquement. Mais bon, hein, c'est ça la recherche, puis je suis encore dans les statistiques. Je sais pas si ça t'interpelle, là, mais ce matin, il y avait un reportage avec Céline Lamy au 98.5 qui parlait de l'influence. Tu sais, en ce moment, les adultes, les parents, il y en a beaucoup qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont constamment Mm. sur leur cellulaire, puis que les enfants manquent d'attention, manquent de... C'est juste le fait d'allaiter son enfant puis de regarder son cellulaire au lieu de regarder son enfant, l'allaitant, ça peut avoir un impact énorme. Mm. Tu sais, toi, qu'est-ce que tu vois dans la direction, dans la tangente que la société est en train de prendre? Ouais, ben là, je vais quand même clarifier là, pour les personnes qui nous écoutent. Là, je vais parler vraiment en tant que moi, Jessica, là, parce que je veux pas qu'on associe que je parle en tant que futur psychologue. Là. Mais je vais dissocier tout au long du podcast que je parle en tant que moi et de un peu ce que j'ai lu. Là. Mais clairement que je pense qu'on est dans une société qui a de la difficulté à être dans le moment présent, la présence attentive, dans le ici et maintenant. Donc, clairement, tu sais, j'ai pas entendu là, l'entrevue de la chronique à la radio, mais clairement, c'est sûr que ça joue. Puis aussi, il y a comme un principe en psycho, sûrement vous connaissez, là, mais c'est le modeling. Fait que clairement qu'un enfant qui voit son parent constamment sur son téléphone, on peut pas vraiment demander après à un enfant de pas être sur sa tablette, de pas être devant un écran, de pas être devant la télé. Tu sais, c'est comme un non-sens pour un enfant de comme, OK, c'est vraiment fait ce que je dis, mais pas ce que je fais. Fait que clairement, tu sais, il y a un lien, il y a comme une problématique, je pense, en ce moment de trouver un équilibre dans l'utilisation des appareils électroniques, mais clairement, ça a une influence là, dans fort probablement la qualité du lien, tu sais, entre le parent et son enfant, dans le temps de qualité. Mais au niveau de l'attention, c'est pas surprenant là, parce que on est habitué d'être constamment bombardé d'informations, d'être stimulé à gauche, à droite, puis comme justement, on a comme plus tant besoin d'avoir une attention soutenue, tu sais. Fait que ça fait du sens, là. Je parle pas en tant que experte, mais ça fait vraiment du sens, là, ce qui a été abordé puis ce que tu m'apportes, là. Et elle, ce qu'elle avait peur, c'est les blessures que ça peut, des genres de blessures narcissiques un peu que ça peut engendrer. C'est Hum, les enfants que les parents sont toujours en attention divisée. Fait que, tu hum, sais, pour eux, jusqu'à quel point ils sont importants pour leurs parents. tellement, Fait que, tu sais, en ce moment, il y a tellement. beaucoup de troubles de comportement dans les classes. Hum, Tu sais, on a enlevé les classes spéciales, je pense que c'est dans le courant des années 2000. Puis, hum, il y a de plus en plus d'enfants avec des plans d'intervention dans les classes régulières. mhm. Donc, tu sais, je suis vraiment, ça m'inquiète pas mal là, de me demander notre société,
puis nos écoles, ça va avoir l'air de quoi dans 10-15 ans, puis ces adultes-là, leur transition à la vie adulte, ça va avoir l'air de quoi? Parce que c'est aussi des enfants qui ont de la difficulté à interagir avec les gens en personne. C'est vrai. Non, je suis vraiment d'accord. Puis, tu sais, en ce moment, je fais un stage dans une école secondaire, puis je suis exposée vraiment à comme différentes problématiques, puis à la réalité du milieu scolaire. Puis, tu as tout à fait raison, là, Maggie. Là, c'est vrai qu'il y a une grande proportion des jeunes maintenant qui sont rendus avec des plans d'intervention, qui ont des problèmes extériorisés, intériorisés, tu sais, comme du gros acting out là, dans les classes. Puis, la grande majorité, je dirais, là, c'est de source affective, là, la problématique, là. Puis des fois, le TDAH, c'est le dos large, là. Des fois, on va essayer de creuser plus comme dans la neurodivergence. Mais tu sais, il faut se rappeler que la neurodivergence, ça peut pas toucher 25% de la population, là, parce que, tu sais, le TDAH, c'est vraiment comme un fonctionnement neurologique différent. Fait que, tu sais, faut se questionner, là. Justement, les problèmes d'attention, un peu de l'opposition en classe, l'impulsivité, qu'est-ce que ça cache, tu sais? Fait que, moi, je trouve ça intéressant, là, ce que tu apportes, parce que souvent, là, quand tu décortiques un petit peu, là, puis tu fais comme un diagnostic différentiel, c'est souvent au niveau affectif, là, qu'il y a des trucs à aller régler, puis dans la relation parent-enfant, là. Mais, c'est tellement intéressant, on pourrait en parler pendant 3 heures, mais. Vraiment. Ben, nous, on parle souvent des traumas complexes aussi, puis tu sais, justement, l'importance de voir à la source, puis d'arrêter de juger juste les comportements. Puis juste en voulant faire une parenthèse, tu sais, parce que j'aime bien parler des institutions puis faire ma petite critique, mais tu sais, toute une stratégie aussi que les établissements ont au niveau des cotes qu'on donne aux jeunes, qu'on les étiquette, tu sais, des diagnostics dans le but d'obtenir plus de financement pour avoir supposément plus de services, mais tu sais, bref, il y a tout ça aussi dans notre modèle québécois que je pense qu'il va falloir qu'on questionne. C'est pas normal qu'on soit obligé de poser des étiquettes à des jeunes pour avoir accès à des services, tu sais. Ouais, puis tu sais, il faut faire attention aux gens qui nous écoutent, s'il y a des professionnels. Tu sais, faut faire attention avec les diagnostics. Oui, le bénéfice, ça peut être les services que l'enfant ou la personne va recevoir, mais c'est quoi le contre-coup? Tu sais, qu'est-ce que ça peut apporter chez une personne d'être étiquetée, de comme apporter ce diagnostic-là à son identité. Surtout les adolescents, faut vraiment faire attention parce que sinon, ils vont comme le mettre au centre de leur identité puis tout va tourner autour de l'étiquette. Fait que c'est vraiment important de faire le pour, le contre là, avant de faire un diagnostic puis de s'assurer que les avantages, ils surpassent les inconvénients. Fait que, ouais, faut vraiment faire attention avec les diagnostics en ce moment-là. Toi, ton histoire avec la DPJ, ça a commencé comment? Ouais, ben dans le fond, moi, ça a commencé quand même assez tard. Tu sais, je dirais j'ai l'impression contrairement à la norme, mais peut-être que vous allez me rectifier que finalement je suis dans la norme. Mais ça a commencé plus à l'adolescence parce que on dirait que pendant l'enfance, tout passait un peu sous le radar. Moi-même, j'avais l'impression que ce qui se passait chez moi était normal. Puis c'est plus comme vraiment vers, je dirais, l'âge de 13, 14 ans, tu sais, que là, je suis vraiment plus exposée à d'autres dynamiques familiales, que c'est là que j'ai vu que la mienne était problématique. Puis dans le fond, tu sais, je peux comme revenir un petit peu plus à l'arrière, mais à 7 ans, mon père a pris ma garde complète. Fait que j'ai plus vu ma mère à partir de mes 7 ans parce que ma mère était sur l'aide sociale, elle avait des problèmes de consommation, sûrement aussi troubles de santé mentale. Fait qu'elle était plus un petit peu dans la négligence matérielle. Puis je pense pour elle, c'était difficile là, le rôle parental et tout ce que ça impliquait. Là. Fait que finalement, mon père a pris ma garde. Fait que de mes 7 ans jusqu'à l'adolescence, puis chez mon père, c'était comme un autre type de climat, un autre type de dynamique. C'était plus de la violence psychologique, verbale. Quelquefois, il y a eu de la violence physique, mais c'était comme beaucoup un climat de tension, de conflit. C'était très tendu là, à la maison. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu ça que moi, quand j'étais enfant, j'étais très soumise, très calme. Fait que bon, tu sais, je me laissais faire. Mais quand j'étais arrivée adolescente, il y a les hormones qui entrent en compte, il y a moi qui est exposée à d'autres réalités. Fait que là, je me posais un petit peu plus, j'argumentais plus, je répondais plus. Mais là, ça mettait beaucoup de l'huile sur le feu là, chez moi.
Fait que là, ça nourrissait là, le climat de tension puis un peu de violence, là. Fait que j'ai été rapidement informée, ben je pense que c'est moi là, qui avais fait mes démarches sur Internet, qu'à partir de l'âge de 14 ans, devant un juge, on a un plus grand poids, comme une plus grande voix là, pour décider où qu'on vit. Fait que là, moi, je misais tout là, sur le 14 ans. J'étais comme, OK, on va entendre ma voix, puis je vais pouvoir quitter chez moi. Mais c'était plus compliqué que ça. Fait que on peut pas juste décider de prendre son baluchon puis de partir de chez soi. Là. Fait que ça marche pas de même. Là. Mais là, j'ai tout le temps eu du support psychologique de professionnels. Là. Fait que j'étais suivie par une psychoéducatrice à l'école qui m'accompagnait dans toutes mes réflexions, dans toutes mes blessures. Puis bref, il y a eu des signalements qui ont été faits par différentes personnes. Là. Il y a eu 3 signalements qui ont été faits, qui n'ont pas été retenus par manque de preuves tangibles et concrètes. Là. Surtout que moi, c'était pas vraiment de la violence physique. C'était pas de l'abus sexuel. Fait que c'est oui. Est-ce que tu juges? Parce que tu le dis, là, tu as 14 ans, 13-14 ans, tu es capable de t'exprimer. C'est pas une preuve assez tangible pour eux. J'essaie de voir là, puis de comprendre, est-ce qu'ils sont venus te rencontrer toi? Qu'est-ce qui a été fait au niveau de l'évaluation pour vraiment comprendre ta situation? Ben, c'est vraiment une bonne question. Puis je pense qu'à ce jour, c'est encore des questionnements que j'ai parce que j'ai l'impression que ça n'a pas été tant que ça exploré. Là. Tu sais, comme moi, on m'a pas contacté, on n'est pas venu me voir à l'école. Tu sais, il y a comme rien en fait qui a été fait là. C'est comme si les témoignages, les signalements qui avaient été faits ont été remis en question, que c'était pas suffisamment alarmant pour même aller au-delà de l'appel. Donc, en fait, il s'est rien passé, absolument rien. Là. Fait que, Ça me fait pas mal penser à ce que j'ai vécu, ton histoire, dans le sens que moi aussi, mon père avait un style parental très autoritaire. Puis ça a vraiment débordé, là, dans le sens que j'ai eu un gros diagnostic qui est tombé sur moi à l'âge de 13-14 ans. Puis à partir de là, son anxiété à lui a pris le dessus. Il était rendu juste complètement paranoïaque. C'était toujours de marcher sur des œufs. C'était un freak de la propreté. Puis ben là, tu es en adolescent, hein? Fait que la propreté, des fois, ça prend le bord, hein? Puis ça engendrait des méga conflits chez nous. Puis ça a débordé justement comme une coupe de voies de fait, je te dirais. Mais moi, par contre, j'ai été plus chanceuse à ce niveau-là. C'est que, ben, plus chanceuse et malchanceuse en même temps, là. J'ai tout mis sur le dos de mes problèmes de consommation. J'ai appelé la DPJ pour sortir, puis j'ai tout mis sur mon dos. Moi, je considérais que j'avais des problèmes de colère, d'automutilation. J'étais très, très, très déprimée, extrêmement en détresse. Puis c'est ça, j'ai passé ça là-dessus. Fait que ça a été quand même assez facile de sortir de ma famille, mais de ce que je comprends, toi, les problèmes de toxicomanie, t'as pas eu ça, là. Non, c'est ça. Ben, c'est ça. Toi, tu as pu rentrer par la porte, dans le fond, de jeunes avec ces difficultés avec troubles du comportement, ou tu sais, c'est comme la seule porte d'entrée que c'est l'enfant, dans le fond, qui a comme un peu le blâme, là. Mais tu sais, moi, ça, j'avais comme rien à me reprocher. Ben, tu sais, j'avais pas de problème de consommation, j'avais aucun trouble du comportement, ça allait bien à l'école, j'étais assidue, j'étais à mon affaire, tout allait bien, là, fait que je pouvais pas prendre cette porte-là, malheureusement, mais tu sais, je trouve que t'as été smart, là, dans ton move, là. Ben, ça a été J'aurais bizarre, peut-être là, dû. comme mot. Ouais. Mais tu vois, moi, je me souviens, là, j'avais beaucoup d'amis qui fréquentaient, qui étaient pris en charge par la DPJ. Fait que je leur ai comme un peu demandé conseil. Moi, dans mon objectif, tu sais, puis le pire, c'est que moi, j'allais à une école, une polyvalente dans les Laurentides, mais moi, j'étais de la région administrative Lanaudière. Fait que moi, j'étais comme, ouais, je vais m'en aller avec vous autres, les filles, je vais m'en aller avec vous autres. Finalement, c'est pas ça, pas tout qui s'est passé. Ils m'ont envoyé dans le coin de Repentigny, tu sais, fait que non, ça n'a pas été comme que je pensais, mais c'était quand même ça un peu mon objectif. Je me sentais plus proche des autres que du reste du monde. Ben oui. Mais je trouve que c'est problématique quand même parce que, tu sais, t'es pas la première à nous le dire que quand l'enfant a pas de problème de comportement, souvent il va passer dans les mailles du filet, genre.
c'est Puis, ça. tu sais, c'est vraiment problématique parce que, tu sais, comme moi, j'avais des problèmes dits de comportement. Je cherchais Mhm. l'attention où je provoquais à Mhm. l'école. Donc, c'est sûr que, tu sais, ça donne des red flags un peu, tu C'est sais. ça. Mais Mhm. pour un enfant qui fonctionne relativement bien sur la sphère scolaire, sur, tu sais, whatever, dans des autres activités, puis qu'il y a juste comme la sphère familiale qui est problématique, mais on va comme pas le voir, puis souvent on va pas croire les enfants, tu sais. Moi, je Mhm. me rappelle de d'autres histoires où c'est des jeunes qui se sont auto-signalés, puis il a fallu qu'ils organisent là, toute une affaire avec des amis, puis même la police pour que là, finalement, on les prenne au sérieux. Tu sais, c'est quelque chose d'assez Mhm. fou, là, je trouve. Là. Ouais, Et là, tellement. Ben, toi, comment oui. ça a fonctionné, justement, finalement? Oui, Comment c'est ils quoi ont... l'élément déclencheur qui a fait en sorte que tu as été pris au Ouais. sérieux? Ben, c'est ça. Ben, en plus, vous m'avez fait penser que non seulement il y a eu ces démarches-là, à un certain moment, j'ai même demandé l'aide de la police, tu sais. Fait que j'ai appelé la police pour que, ben, en fait, moi, mon objectif, c'était, je rentre pas chez moi. Vous me mettez n'importe où ce soir, je ne rentre plus chez moi. Mais c'est difficile, on dirait, d'être crédible quand t'es ado. Parce que moi, ce que les policiers, finalement, ils m'ont dit, c'est que, tu sais, j'étais juste un ado, tu sais, avec juste un conflit avec mon parent, puis que ça allait se régler, puis, fait que finalement, ben, j'ai eu aucun support, j'ai pas été entendue, puis pourtant, j'ai tout raconté, mais finalement, j'ai pas été suffisamment crédible, j'imagine. Fait que, bref, ils m'ont ramené de force chez moi, ils m'ont dit qu'ils allaient parler à mon père, mais finalement, ça l'a juste empirer la situation parce que là, mon père, ça a été un gros bris dans sa confiance. Puis, tu sais, c'est quelqu'un qui, à la base, est vraiment pas chaud à l'idée de communiquer avec des policiers et un peu contre l'autorité et tout, là. Fait que moi, j'avais peur, là. J'étais comme, OK, mais c'est fini pour moi, là. Mais finalement, bon, il n'y a pas eu de violence physique qui a suivi ça, mais mon père m'a quand même dit que je venais de perdre tout son amour qu'il avait pour moi. Fait que finalement, ça n'a pas du tout été bénéfique pour moi d'aller chercher de l'aide. Fait qu'à un certain point, avec ça, plus les signalements des gens autour de moi, en effet, à un moment donné, je me suis dit qu'il y avait comme plus vraiment d'issue, tu sais. Mais je me disais, 18 ans, c'est loin. C'est 4 ans à vivre dans un climat de violence au quotidien, c'est impossible. Fait que là, dans le fond, à ce moment-là, j'ai développé des idées suicidaires, là. C'est parce que c'était comme un grand désespoir de pas avoir été entendu, de pas avoir été cru, de pas avoir été prise en charge, tu sais. Pourtant, j'allais chercher l'aide, mais tu sais, qu'est-ce que j'intériorise, tu sais, à force de demander l'aide puis qu'il se passe rien, mais finalement, il y a personne qui est digne de confiance, les adultes ne me protègent pas, tu sais. Bref, fait que je suis tombée vraiment dans comme de l'impuissance puis de la résignation. Fait que je suis plus tombée dans c'est comme un trou noir. Là. Fait que le déclencheur, finalement, c'est que malheureusement, il y a eu une autre jeune de mon niveau au secondaire qui s'est enlevé la vie. Puis là, ben, la commission scolaire de ma région ont demandé de l'aide à des intervenants qui viennent dans l'école puis qui fassent comme un filet de sécurité. Quand il y a des situations de crise comme ça, il y a d'autres intervenants qui viennent à l'école pour venir en aide. Puis les gens, ben, les élèves qui étaient perçus un peu comme vulnérables, parce qu'eux, ils avaient peur que ça fasse effet domino, là, qu'un suicide en amène d'autres. Là. Donc, les plus vulnérables étaient rencontrés. Puis là, moi, j'ai été identifiée. Donc, j'ai été rencontrée, puis j'ai tout raconté ma situation à la psychoéducatrice de la commission scolaire. Puis elle m'a dit que elle me croyait, puis que ce soir, elle allait m'amener à l'hôpital, puis j'allais pas rentrer chez moi, là, que c'était fini, là. Fait que là, ça a été un méga soulagement là, pour moi, puis on a découlé comme toutes les démarches, là. J'ai été à l'hôpital, j'ai été hospitalisée. Ensuite, moi, j'étais vraiment claire là, avec le personnel de l'hôpital que je retournais pas chez moi, là. Que s'il fallait, j'allais rester à l'hôpital, là, mais que je retournais pas chez moi. Donc voilà. Puis là, la DPJ est venue me rencontrer à l'hôpital et tout a découlé. Vraiment dans les détails, là, mais Ouais. on en parlait un peu tantôt, tu sais, l'étiquette trouble de comportement.
Mm, Les idées suicidaires rentrent dans cette catégorie-là. mm, Je sais pas si tu as eu accès à ton dossier par après aussi ou mhm. quoi, mais est-ce que ils t'ont mis le motif de compromission après l'évaluation? Est-ce que c'est le motif de compromission trouble de comportement qui est sorti ou j'imagine au signalement c'était trouble de comportement pour des suicidaires, mais que pendant l'évaluation, là, ils ont détecté les violences et tout et qui ont changé le motif de compromission. Je suis peut-être trop dans les détails, là, mais Ah, je ben trouve non, que c'est c'est intéressant. pertinent, tu sais, de... Ben, c'est intéressant. J'ai aucune idée à la base qu'est-ce qui a été flagué, là. Fait que, tu sais, comme quand la DPJ est venue me voir à l'hôpital, je sais pas, eux, c'était quoi qu'ils avaient en tête, là. Tu sais, est-ce qu'ils se sont dit, bon, une autre ado tu sais, qui acte out, puis tu sais. Mais finalement, ce qui a été entendu, c'était une compromission. C'était violence psychologique, rejet affectif. Fait que, mais finalement, c'est plus, c'est ça, la violence qui a été vue, là. Fait que, non, parce que je crois qu'ils ont rapidement vu que je suis pas un enfant qui, puis tu sais, je l'ai même dit, là, en fait, au personnel de l'hôpital que sans ce climat-là de violence, j'aurais pas développé des idées suicidaires. Tu sais, que c'était juste comme une conséquence de mon environnement. Fait que, tu sais, je pense ça leur a permis de faire la part des choses puis de voir que c'était pas nécessairement moi là, qui avait des problèmes de comportement, mais que c'était juste comme une conséquence de mon environnement. Comment ton père le pris que tu as été placé? Ouf, ça a été vraiment, vraiment difficile, là. Mon père, tu sais, je vais quand même lui laisser sa confidentialité puis sa vie privée, mais tu sais, il y a quand même un problème de santé mentale. Donc, pour lui, ça a été vraiment difficile. Ça a été vécu comme de l'abandon, là. Je pense qu'il a vécu toute une gamme d'émotions. Ça a passé d'une grande tristesse à un sentiment de trahison, là. Est-ce qu'il l'a perçu comme un échec de sa part? Explicitement non, implicitement oui. C'est après c'est quand que j'ai été prise en charge par la DPJ, pendant un certain moment, on avait des rencontres ensemble. Puis il était beaucoup plus dans la réactivité, donc pas tant dans la prise de responsabilité de la situation, mais plus en réaction que tu sais, c'est un peu comme de mettre la responsabilité sur moi. Fait que ça, je pense que ça a pris un certain temps avant que ça arrive à plus ces sentiments-là. D'après moi, mon père, ça, c'est quelqu'un qui a une grande fierté, là. Tu sais, il a voulu se protéger là-dedans. Fait que je pense pas qu'il est allé nécessairement dans ces pensées, émotions-là tout de suite, là. Ou sinon, peut-être, mais que finalement, ce qu'il démontrait, ce qu'il manifestait, c'était autre chose, là. Parce que personnellement, mon père aussi, c'est quelqu'un quand même assez orgueilleux. Puis Mm, quand il arrivait de la violence, que ce soit psychologique ou plus à la maison, il y avait souvent une période après que, tu sais, oui, sur le coup, il est bien agressif, puis mm, très en colère, puis il se donne toutes sortes de petites raisons pour être en colère, mais après coup, à un moment donné, tu le mm, sens qu'il se sent coupable, puis qu'il sait pas comment rattraper, puis que là, mm, il passe ça sous silence, mais qu'on dirait que quand que là, il était devant le fait accompli que j'allais être placé, là, il a comme éclaté en sanglots. Fait que je te dirais que moi, mm. il a pas réagi, il était pas en résistance, là, puis OK. en provocation, il a vraiment... il a Mm, capitulé un peu, là, si je peux dire ça comme OK. ça, mais sans parce que moi, j'avais mis tout sur mon dos, tu sais, j'avais pas parlé que lui, il était violent à la maison parce que je voulais les protéger, tu sais, je voulais pas qu'il aille Mm, en prison ou quoi que ce soit. Tu sais, mes deux parents sont encore ensemble. mm, Fait que c'est ça, j'avais vraiment tout mis sur mon dos. Puis là, ben, lui, il a éclaté en sanglots, mais tu sais, il a pas tant verbalisé, je pense, d'où venait cette culpabilité-là, là, parce que je pense qu'il y avait beaucoup de ça. mm. Mais c'est ça, il y avait eu une réaction assez remarquable, là. Même mes Mm. intervenants m'en parlaient, là, qu'ils s'attendaient pas ça, qu'ils s'attendaient pas à ça Ah ouais. de sa part. Ah ouais, OK. Ben ça a comme été une claque d'en face pour lui puis un reality check, là. Mais ouais, non, moi, ça ressemble pas du tout à ça, là. Tu sais, c'est au contraire, là, comme moi, mon placement a débuté par un placement volontaire.
Puis là, mon père était plus dans de la colère, dans gardez-la. Tu sais, gardez-la, je veux plus rien savoir. Tu sais, fait que non, moi, ça a vraiment fait comme une trahison, un bris de confiance, puis vraiment une coupure, là, une rupture, littéralement. Là. Fait que ça a été long, je pense, que cheminer, tous les deux, tu sais, de cheminer dans cette douleur-là, là, parce que je veux pas, faut aussi se rappeler du contexte que mon père a joué un énorme rôle dans ma vie. Il a joué le rôle du papa et de la maman. Tu sais, il a comme pris cette place-là dans mon cœur que, tu sais, moi, j'avais pas de mère, là. Fait que les deux, on a vécu une grande douleur, puis, c'est dans cette coupure-là, là. Je sais pas si toi, tu as vécu quelque chose du genre, mais tu sais, moi, il y a vraiment eu, quand j'étais très, très, très petite, là, genre 7 ans et moins, j'étais la petite princesse. Puis j'ai Mm, aucune idée de ce qui s'est passé, là, mais ça a dérapé, là, mais solide, là. mm, Ça a fait boule de neige, puis à un moment donné, ça s'est transformé carrément à l'inverse, là, Daddy's Little Nightmare, là. mm. Ouais. Ben, un peu comme je disais, moi, je pense que c'est vraiment l'adolescence quand je suis devenue consciente des problématiques, puis que je prenais plus parole, puis que je répondais, j'argumentais. Là, c'est un peu comme tu dis, ça a dû shifter, là, parce que, tu sais, ça devait être effrayant quand même de, tu sais, c'est comme la petite fille sage qui a tout le temps rien dit, puis qui a tout le temps été presque parfaite, là. Là, elle se transforme, puis comme, oh, OK, elle me répond, j'ai sentiment de perte de contrôle sur cet ado-là, puis j'ai peur, puis je veux quand même bien faire en tant que parent. Fait que je pense que il y a comme ça qui était sous-jacent, mais que finalement, ce qui était manifesté, c'était tout autre, là. Mais, c'est clairement, moi, pendant mon enfance, j'avais une super belle relation avec mon père. D'où que, tu sais, je dis que ça a été un grand deuil, là, cette relation-là, parce que tu sais, je pense que moi aussi, là, j'étais la petite fille à papa, là, tu sais, il m'a tout appris, là. Il m'a appris à faire du vélo, à faire de la pêche, à jouer aux échecs, tu sais, il me soutenait dans mes devoirs. Tu sais, c'était vraiment une figure importante et significative pour moi. Puis finalement, ben, c'est une figure qui, à la fois, contenait de l'amour et de la violence. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr, ça l'a joué, là, pour moi, là, en me développant, là, comme enfant, comme ado, puis comme adulte, là. Mais tu me fais réaliser une question, en fait, que je me pose constamment, puis que j'ai personnellement vécu, c'est de se dire qu'est-ce qu'on a mis en place avant auprès de la famille pour éviter le Mm. placement, pour travailler la relation. Parce que tu disais, j'avais de l'aide à l'école d'une psycho-éducatrice, mais on le sait, le mandat d'une psycho-éducatrice s'arrête à l'intérieur des murs de l'école, ne veut pas travailler avec la famille, même si elle est consciente Mm. que les enjeux sont dans la famille. Tu sais, il n'y a pas eu de service d'éducateurs externes ou de travailleurs sociaux qui vous ont été offerts pour comme travailler votre relation afin d'éviter un placement. Non, ben, t'as raison qu'il y a un manque, tu sais, il y a un manque à ce niveau-là, mais, tu sais, quand même, après, tu sais, le signalement puis le placement volontaire, quand même parce qu'un placement volontaire, je crois que c'est 30 jours au début, si je me trompe pas, puis ensuite, c'est étendu pour X nombre de temps, je pense, moi, c'était 6 mois, pour voir comment la situation allait évoluer. Mais ce qui était visé, c'est un retour à la maison, là, comme la majorité des cas, là. Fait que, à ce moment-là, oui, on a eu des services. Je pense d'une intervenante du CLSC pour un peu essayer de réparer cette relation-là qui a été brisée, mais on n'était pas vraiment dans les meilleures conditions à ce moment-là pour faire le travail. Puis les deux, on n'était pas intéressés en fait à réparer la relation. Fait que, tu sais, est-ce que si un travail avait été fait avant, en prévention, en amont, on aurait évité ça? Sûrement, mais là, la relation était brisée, là. Fait qu'on n'a pas pu bénéficier de ce service-là à ce moment-là. Mais tu sais, d'un autre côté, jusqu'à quel point ton père aurait accepté l'aide avant que tu sois placé? C'est ça, c'est une autre question qui, d'après moi, est bien, bien Ouais, valable, là. ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr que il est pas là pour se défendre, puis je sais pas, mais clairement, si on se fie un peu à l'intervention des policiers et tout, je sais pas. Je sais pas comme à quel point que la situation aurait pu changer. Puis je pense que j'en étais consciente aussi à ce moment-là que la capacité à changer là était
peut-être pas tout à fait là ou la motivation a changé, tu sais, parce que pour vouloir changer, il faut accepter sa part de responsabilité. Fait que je pense que on n'était pas là. Fait que clairement que j'en étais consciente, puis c'est pour ça, pour moi, il y avait comme plus de retour possible. Que, tu sais, autant quand j'ai sollicité l'aide des policiers que quand que finalement j'ai été hospitalisée, pour moi, c'était je ne retourne plus là. C'est impossible. Il n'y aura pas de changement. Puis, si on revient un peu à ta trajectoire dans la DPJ, ça a été quoi le milieu qui t'a accueilli après ton hospitalisation? J'ai été en ressources intermédiaires, donc un foyer de groupe mixte à Laval. Puis, fait avec une dizaine de jeunes, là, environ, des ados. Puis c'est là que je suis restée 6 mois, là, le temps que l'évaluation de la situation se fasse. Mais au bout de 6 mois, là, les intervenants, ils se sont rendus compte qu'il allait pas avoir de réparation possible, puis que pour moi, c'était pas envisageable un retour à la maison. Donc, à ce moment-là, c'est plus les procédures de famille d'accueil qui ont été entamées. Et comment t'as trouvé ça, être dans une ressource intermédiaire? Je te demande parce que moi aussi, c'est ça que j'ai vécu. OK. J'ai été dans une ressource intermédiaire foyer de groupe pendant à peu près 1 an. Puis j'ai Wow. tellement aimé ça, là. Moi, si j'aurais pu rester là jusqu'à majorité, je l'aurais fait, là. Ah ouais, OK. Ah ouais. Non, ben moi, tu sais, c'est sûr que comment dire, les intervenants, ils étaient vraiment compétents pour la majorité, là, disons. Fait que c'est sûr, j'appréciais la présence d'intervenants, mais pour moi, il y avait tellement un clash entre un peu mon profil puis le profil des jeunes qui étaient présents à ce moment-là. Là. Je dis pas que c'est toujours comme ça, mais à ce moment-là, c'est un peu comme on dit, il y a quand même beaucoup d'ados avec des problèmes de comportement, puis on dirait que c'était quand même pas mal ça, là, moi, dans mon foyer. Fait que veux pas, j'étais souvent pénalisée parce que, tu sais, de la gestion de groupe, souvent, il y a des retraits en chambre, des moments de réflexion, puis là, comme des arrêts d'agir, puis, fait que, tu sais, j'étais quand même brimée là-dedans parce que j'étais quand même une ado responsable à mon affaire, tu sais, je respectais les règles, tu sais, j'étais pas problématique, mais je devais un petit peu tout le temps payer pour comme les conneries des autres, là. Fait que puis aussi ce que je trouvais dur, moi c'était les temps de sortie. Je trouvais que j'en avais pas assez pour ma maturité puis mon sens de responsabilité. Tu sais, j'étais vraiment à mon affaire, mais je trouvais ça vraiment régulé, structuré, même voire rigide, là. Fait que des fois, je trouvais que ça manquait un peu de flexibilité dans les règles, surtout comme pour une jeune, mettons, autonome et à son affaire, là. Fait que ça, j'ai trouvé ça quand même difficile. Ça me fait rire. Moi, j'ai juste le goût de te dire, hey boy, t'as pas connu Centre Jeunesse à t'entendre parler. Non! Non, hey, non, vraiment pas. Puis je me compte chanceuse là parce que j'aurais vraiment trouvé ça tough. Là. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de liberté, qui a besoin d'indépendance. J'aurais vraiment pas été capable. Là. Juste pour moi, c'était brimant là, un foyer de groupe. Fait que je peux vraiment pas m'imaginer. Ça me fait rire quand même parce que, tu sais, on reçoit des fois des appels de journalistes qui nous disent, mais pourquoi les jeunes fuguent des centres jeunesse? Puis je suis comme, sérieusement, poser la question, c'est y répondre. Il n'y a rien de normalisant, tu sais. C'est ça. Pas du tout. Je dirais aux journalistes, va passer 2 jours, là, puis tu me reviendras avec ta question. Va-t'en Ouais, un c'est petit ça. isolement pendant 10 minutes, là, puis on s'en reparlera. Exact. Ben oui, c'est pas un milieu de vie en fait. Là. Puis, tu sais, j'ai fait un cours là en plus à la session d'été sur la DPJ, le placement et tout. Puis c'est vraiment pas un milieu de vie là. Tu sais, c'est tellement institutionnalisé, c'est pas chaleureux. C'est après comment tu peux t'attendre à ce que une personne développe comme un développement optimal dans ces genres de conditions-là. En tout cas, fait que moi, je me trouve vraiment chanceuse là, de pas avoir fait un détour par là, mais
c'est ça. Moi, j'ai fait juste 6 mois là, en foyer de groupe. Et là, c'est ça, tu disais, après, ils ont entamé les démarches pour famille d'accueil, donc ils ont finalement trouvé famille d'accueil pour toi? Oui, dans le fond, puis là, il faut savoir que là, la démarche, tu sais, pour ceux qui sont pas, tu sais, qui connaissent pas tant les démarches, là, il faut passer au tribunal par contre, parce que le mandat, il change. Tu sais, avant, c'était un placement volontaire. Là, le mandat, il change pour placement en majorité en famille d'accueil. Parce que justement, là, après 6 mois, ils ont bien réalisé que pour moi, ça c'était pas le milieu qui concordait le plus avec mon niveau d'indépendance et d'autonomie, là. Fait que là, c'était quand même complexe. Ah, puis d'ailleurs, c'est ça, les deux parents biologiques, il faut qu'ils approuvent cette étape-là. Fait que là, ma mère, elle a été convoquée. C'était la première fois que je la revoyais depuis mes 7 ans. Fait que j'avais environ 15 ans. Fait que quand même, c'était choquant. Puis là, mon père aussi était là. Puis les deux, ils ont approuvé là, la démarche. Donc, heureusement, ça, je pense, c'est le plus beau cadeau qu'ils ont pu me faire. C'est un peu triste, mais on dirait que le plus beau cadeau qu'ils ont pu me faire, c'est de me laisser aller. Fait que ça me fait du bien, tu sais. Puis ça m'a permis, c'est ça, là, d'aller en famille d'accueil. Au départ, c'est sûr que c'était un défi parce qu'ils voulaient me garder quand même dans mon quartier le plus possible. Là, à ce moment-là, j'étais à Laval, donc ils voulaient me garder à Laval. Ils voulaient le plus possible me garder aussi à mon école secondaire parce que j'ai tellement vécu d'instabilité depuis ma petite enfance que là, pour eux, c'était quand même important de privilégier ça. Puis ça, genre, je suis reconnaissante de ça, là. Puis là, il y avait juste 2 familles d'accueil disponibles à ce moment-là. Donc là, j'ai été dans une famille d'accueil dans un autre quartier, mais quand même à Laval. Puis j'ai pu continuer à aller à mon école secondaire. Fait que heureusement, j'ai gardé quand même mon réseau, tu sais, d'autres personnes significatives comme ma psychoéducatrice, etc. Fait que ça a bien été. Mais c'était pas le meilleur fit là, avec ma famille d'accueil. Dans le fond, c'est une dame que là, plus tard, j'ai entendu dire qu'elle était très problématique. Puis aujourd'hui, elle n'est plus famille d'accueil. Là. Sa famille d'accueil, elle a été fermée. Fait que ça valide un peu mon sentiment que j'étais pas bien à l'époque. C'était pas un milieu chaleureux. Déjà en partant, j'étais arrivée puis elle me reprochait d'avoir autant de boîtes. Mais tu sais, ce qu'elle réalise pas, c'est que j'ai 15 ans que j'apporte avec moi, tu sais. C'est tout ce que j'ai de ma vie. Fait qu'en tout cas, elle me reprochait ça. Fait que déjà, ça partait bien mal. Après ça, j'avais, bon, une petite chambre partagée avec une autre cocotte, ça c'est correct. Mais, tu sais, c'était aussi le bureau de la dame. Fait qu'elle venait tout le temps dans la chambre. Fait que finalement, j'avais pas d'espace à moi. Euh, Puis sinon, elle criait tout le temps comme d'un étage à l'autre pour que je vienne la voir. Puis là, à un moment donné, je lui ai reflété. J'ai dit, tu sais, tu me cries après comme un chien. Puis elle me dit, tu veux te conduire en chienne, je vais te traiter en chienne. J'étais comme, bon, OK. Fait que c'était pas la joie et le bonheur Ah, puis aussi, par après, j'ai appris qu'elle prenait notre argent, notre allocation hebdomadaire. Au lieu de nous la donner complètement, elle me donnait, je pense, un 5 puis elle gardait tout le reste pour elle. Mais tu sais, moi, je ne savais pas, j'étais comme 5 yeah! Mais je savais pas qu'il y avait un reste qu'elle gardait pour elle. Est-ce qu'elle avait un conjoint qui vivait avec vous? Non, elle était toute seule avec ses 2 enfants biologiques, puis 2 autres jeunes placés. Fait que dans le fond, t'étais vraiment mal pris avec elle, là. Vraiment mal pris. Puis tu sais, il y avait de quoi un peu d'étrange, tu sais. Elle amenait ses enfants à des virées de shopping à New York, puis tu sais, puis nous, c'était c'est ça, un 5 par semaine, puis c'était... Les fameux traitements différenciés en fonction du statut, là, ça. Exact. Ouais. Puis l'argent de poche, on devrait tellement lancer un recours collectif contre ça parce qu'on est tellement nombreux. Puis, Ça n'a tu sais, aucun c'est tellement sens. pas normal qu'il y ait un règlement qui est différent en fonction que tu sois placé en centre jeunesse versus en famille d'accueil concernant la location, là. Il y a tellement OK. quelque chose d'inéquitable, genre, en tout cas. Bref, Ah je ouais, rentrerai pas dans tous mes débats de plaidoyer à soir, là, mais Non, mais je c'est quand suis même curieuse. C'est quoi la différence? il faudrait que je te sorte les documents, OK, les c'est règlements pas grave. plus légaux. Je voudrais pas
Non, dire non, c'est pas grave. n'importe quoi puis me tromper, là, mais en gros, je pense que les jeunes en famille d'accueil ont beaucoup plus de choses, là, notamment au niveau des activités parascolaires. Il y a des Hum, budgets aussi pour que tu te fasses payer des sorties, des activités hum, comme le soccer ou whatever, quelle activité que tu veux hum, pratiquer. Chose qu'en centre jeunesse, c'est plus complexe, là. C'est un exemple, là. mhm. Mais tu sais, juste te dire à quel point c'est répandu là, comme pratique. Là. Nous, dans notre ressource intermédiaire, la ressource intermédiaire a fermé peut-être maximum 5 ans après que je sois partie. Puis ils ont fermé parce que justement, en tout cas, il y a des rumeurs qui ont circulé comme quoi que le boss qui était là, il nous volait de l'argent. Il nous donnait 50 $ par mois pour qu'on puisse s'acheter des vêtements, mais paraîtrait qu'en théorie, on aurait eu pas mal plus que 50. Ah ouais. J'ai Ouais. même pas eu ce montant-là. Fait que sûrement que moi aussi, j'ai été volée. Mm. Mais C'est fou. toi, est-ce que c'est tes parents qui payaient pour ton placement ou c'était l'État? Moi, je suis pas mal sûre que c'était l'État parce que mon père était vraiment pas collaboratif. Fait que, il était, comme on dit un peu, il était résistant, donc ça m'étonnerait vraiment qu'il Qui a payait pour ça, payé? là. Parce que Mm. je sais qu'il y en a que c'est leurs parents qui payent pour le placement. Fait qu'en théorie, ce OK. serait l'argent des parents qui serait peut-être volé. Mais pour Oh. ma part, je crois que c'est mes parents qui payaient Un mes petit peu placements. plus, puis je vais pas rentrer dans tous les détails encore, puis ça a changé aussi, là, mais c'est calculé en fonction du revenu des parents aussi. Fait que, tu Mm. sais, comme moi, ma mère était à faible revenu, donc elle payait la braquette minimum. Puis le comble de la chose, c'est que tant que tu payes ce frais-là au centre jeunesse, ben tu peux encore toucher tes allocations parentales de l'État en plus de Mm. tes pensions alimentaires du conjoint. Fait qu'en fait, les parents, comme ben, ma mère, a fait de l'argent en fait en me plaçant, chose qui est complètement paradoxale. Mais ouais, c'est Wow. des. En Des tout cas, petites Wow. mon père aberrations du était là. système. Ah Fait que, ben, ça se peut que mon père aussi ait pu garder ses allocations, je sais pas. mais finalement, t'es resté jusqu'à majorité dans cette famille-là ou t'as réussi à sortir avant? J'ai réussi à sortir avant. J'avais comme une lumière d'espoir quand même pendant que j'étais dans cette famille d'accueil-là parce que moi, j'ai joué au soccer toute mon adolescence. Puis mon coach de soccer, qui est le père de mon ami, qui est également dans l'équipe, a fait les démarches pour devenir famille d'accueil pour moi pendant ces 6 mois-là. Mais habituellement, c'est pas mal plus long que 6 mois. Mais tu sais, moi, j'ai vraiment été chanceuse dans ma malchance, là, mais au moins, je savais, tu sais, que c'était en processus. Puis au bout de 6 mois dans cette famille d'accueil-là, moi, là, j'ai intériorisé que pour que la DPJ me prenne au sérieux, faut qu'ils sentent un risque à ma vie. Fait que là, ben, tu sais, j'avais une médication pour m'aider avec l'anxiété puis dormir, là. Puis ils ont comme su entre les branches que je contemplais l'idée de prendre ces médicaments-là. Puis là, ils ont été alarmés. Puis là, ils étaient comme, pourquoi, Jessica, tu vas pas bien? Puis je suis comme, ben, tu veux-tu que je te le dise? Pourquoi je vais pas bien? Ça fait des mois que je suis pas bien, puis tu m'écoutes pas. Ben, je suis pas bien dans ma famille d'accueil. Fait que là, ça a comme mis le pied sur l'accélérateur pour les démarches, c'est pour que dans le fond, mon coach de soccer puis sa femme, ils soient acceptés comme famille d'accueil pour moi. Puis je pense que la veille de mes 16 ans, ou en tout cas quelques jours avant, ils ont été approuvés, puis là, j'ai déménagé chez eux, puis depuis ce temps-là, c'est ma famille. Oh, une famille choisie. C'est tellement une belle histoire. Mais Ouais. j'ai eu tellement le goût juste de retourner un tout petit peu en Oui, arrière. Quand ben tu oui. disais, parce que moi, ça m'étonne que tu disais il y avait juste 2 familles d'accueil qui étaient disponibles. Mm, Premièrement, moi, on m'a jamais informé, tu sais, du portrait des disponibilités des ressources, tu sais. mm, Puis c'est aussi ma curiosité, c'est qu'on travaille sur un projet sur les droits, tu sais, puis un de nos droits, c'est le droit d'être informé et préparé à un transfert. ah, OK. Puis, souvent, il est pas vraiment respecté, là. Mm. Ça se fait quand même des fois rapidement. Mais je me dis, toi, tu savais qu'il y avait 2 familles, on te les a-tu présentées pour voir avec qui ça fitterait le mieux, genre? Tu sais, Hey, petite c'est question tellement un banale, bon point. Hey, mais ça aurait été intéressant et pertinent de le faire. Mais moi, ils m'ont juste, si je me trompe pas, il y en avait une que
j'allais devoir changer d'école, si je me trompe pas. Fait qu'on m'a juste présenté, il y en a deux, mais il y en a seulement une que tu peux aller si tu veux rester dans ton école secondaire. Fait qu'on m'a quand même laissé le choix. Mais finalement, c'était un peu un choix forcé, là. Mais, ben, pas tant, là, mais en même temps, moi, je voulais pas changer d'école. Fait que finalement, ben, j'avais pas vraiment le choix que ça fitte avec elle, mais ça fitait pas. Puis là, avec la deuxième famille d'accueil, j'imagine que ça s'est bien fait, le transfert, puis que ça a fité au bout. Ouais, vraiment. Ben, tu sais, pour eux, ben, en fait, pour tout le monde, là, il y a eu des défis d'adaptation, là. Puis, tu sais, ça a pas été tout le temps rose. Puis, tu sais, moi, je suis quand même un enfant avec trauma complexe, qui arrive avec mes problèmes d'attachement, de la difficulté à faire confiance à l'adulte, qui a sûrement testé les relations pour savoir à quel point il était investi. Fait que ça n'a pas tout le temps été facile, je dirais. Puis, mes parents ont été bons de tolérer. Je pense que ils ont demandé beaucoup de soutien de la DPJ, puis pour vrai, s'ils étaient là pour témoigner ce soir, ils ont vraiment été épaulés dans leur rôle de famille d'accueil, puis ils ont que du bon à dire là, de la DPJ à ce niveau-là. Fait que ça a vraiment été un bon fit. Puis c'est en ce moment, c'est ça, c'est ma famille, là, c'est mes parents. Puis quand j'ai des problèmes, c'est eux que j'appelle. Puis ils me déménagent. Tu sais, c'est vraiment mes parents là, tu sais, affectivement. Fait que mais ça n'a pas tout le temps été facile. Puis en même temps, regarde, il faut se rappeler que même avec des parents biologiques, dans des familles sans violence, ben c'est difficile là, quand t'es un ado, là. Puis ton cheminement au cégep et à l'université, comment ça t'est venu à l'esprit de t'en aller en psychologie? Hmm. Ben c'est ça, comme un peu j'ai dit plus tôt, c'était mon rêve d'enfance. Fait que là, quand j'étais enfant, j'avais consulté une psychologue pour enfants. Puis là, j'avais dit, je veux être comme elle plus tard. Fait que, bon, ça a été le début. Puis ensuite, ben, un peu comme on comprend, toute mon adolescence, j'ai été accompagnée d'intervenants, de professionnels de tout genre, là. Fait que, c'est sûr que je me suis tout le temps dit qu'à mon tour, je voulais redonner au suivant. Tu sais, je me suis tout le temps trouvée chanceuse. J'ai tout le temps été reconnaissante du soutien que j'ai eu des professionnels pendant mon enfance et mon adolescence. Puis j'ai tout le temps voulu juste redonner au suivant. Puis tu sais, je pense que j'avais les aptitudes puis les habiletés en moi. Mais c'est sûr que mon contexte, mon parcours a contribué aussi à vouloir moi-même faire la différence parce que il y a des gens qui ont fait la différence dans ma vie. Puis au secondaire, on avait un cours comme pour explorer les options de métier. Puis justement, je m'étais beaucoup informée par rapport à la psychologie. J'ai fait un stage d'un jour avec une psychologue scolaire. Puis j'ai vraiment aimé ça, mais j'étais un petit peu anxieuse là, par rapport au parcours parce que c'est là que j'ai réalisé que ça allait être compliqué. Fait que je doutais un peu de moi, puis là, j'étais pas sûre, puis là, c'est ça, j'étais au cégep. Puis il y a tout le temps, il y a jamais eu de doute que j'allais faire des études, là. Ça a tout le temps été sûr pour moi, puis j'ai tout le temps eu de la facilité à l'école, puis j'ai tout le temps visé d'avoir une vie comme à la hauteur de ce que je méritais, là. Tu sais, j'ai tout le temps voulu m'offrir à moi une belle vie. Tu sais, fait que je savais que j'allais travailler fort, puis je savais j'avais comme cette drive-là en moi, là, de comme viser le top, là. Fait que. Je serais curieuse de savoir, ben, premièrement, que tu nous fasses une petite définition de c'est quoi le style parental autoritaire, puis c'est quoi les répercussions sur le développement de l'enfant, tiens donc. Ah mon Dieu, ok, je suis mis on the spot. Non. Mais ok, le style autoritaire, si je me trompe pas, c'est que c'est un parent qui est peu chaleureux, mais grandement encadrant. Ça, si je me trompe pas, c'est à peu près ça. Puis qui va utiliser des stratégies parentales négatives, coercitives, tu sais, qui va vraiment un peu comme l'image là, de l'armée, là. Tu sais, ça se passe de même, puis t'as pas à négocier, puis t'as pas le choix, c'est de même parce que c'est de même. Puis tu sais, il y a pas... Oui? Là, c'est ma mère que tu décris. Ah, bon, ben, les trois, on a eu des parents autoritaires. Mais clairement, c'est pas le style parental le plus recommandé. En fait, c'est le démocratique le plus recommandé, ce qui est beaucoup de chaleur et de l'encadrement.
Et de la Mais négociation, j'ai l'impression aussi là-dedans, de la négociation, de la bienveillance, puis expliquer tellement, les règles. Je pense que tellement, c'est ça qui manque au style autoritaire parental, c'est que 100%. tu te fais imposer une règle, puis après ça, tu questionnes le parent, puis il dit non, c'est ça, puis c'est tout. Puis là, tu fais comme non, mais c'est parce que Exact. ça n'a pas de sens pour moi, là, qu'est-ce que tu me dis, là. Exact. Ben, tu sais, puis je peux faire un peu aussi un parallèle avec, tu sais, moi, la théorie que j'utilise dans mon essai de doctorat, c'est l'autodétermination. Puis, tu sais, il y a des pratiques parentales qui sont contrôlantes, puis des pratiques parentales qui soutiennent l'autonomie. Fait que clairement, on va voir plus de soutien à l'autonomie dans un style démocratique. Puis dans justement les pratiques parentales qui soutiennent l'autonomie, il y a offrir des choix, donner le rationnel derrière une consigne, tandis que dans la pratique contrôlante, tu sais, c'est des menaces, ça peut être aussi du chantage, là. Ils appellent ça bribing, là, tu sais, comme tu fais ça pour avoir une récompense ou tu sais, fait qu'il y a un peu de ça. Fait que clairement que c'est délétère, tu sais, un style parental autoritaire qui, tu sais, avec des stratégies contrôlantes, oui. Moi, j'ai toujours trouvé que ils mettaient les objets puis les règles au-dessus du lien avec Mm. l'enfant. T'sais, moi, j'ai trouvé toujours que c'était ça qui était le plus dommageable pour la relation, c'est que, OK, t'accordes plus de valeur à ton image, Mm. à l'impression que tu vas donner aux gens qui vont venir chez nous, Mm. que ta relation avec moi, ta relation de confiance. Oui, ben 100%. C'est vrai, c'est une bonne image là. Tu sais, c'est les règles prévaut, c'est sûr, la chaleur du lien, la qualité du lien là. Mais tu sais, ça doit être sécurisant pour les parents, pour ces parents-là, là, de comme être rigide ces règles, puis de pas offrir le choix, puis tu sais, ça doit parler d'un manque de sentiment de contrôle dans leur rôle parental. Mais là, dans le fond, vous êtes en train de parler des intervenants au centre jeunesse, là, hein? Un petit peu, oui. Mais Hey, l'impression que j'en ça... manque pas une à soir. Ben, t'en feu, Jess, t'en feu, on y va, go, go, go! Mais pour vrai, l'impression que ça me donne, tu sais, j'ai vécu beaucoup dans un monde dans l'hôpital, les problèmes de santé. Tu sais, moi, je suis née avec tout un pedigree. Puis l'impression que ça me donne, c'est que, tu sais, il a jamais accepté vraiment que j'étais malade, là. Lui, il s'est Mm. senti très, très, très impuissant par rapport à ça. Je sais que la communication avec ma chirurgienne, entre autres, puis peut-être d'autres intervenants, était pas super non plus. Je sais que rendu à l'adolescence, il voulait même pas se pointer dans l'hôpital pour Mm. aller avec moi à mes rendez-vous. C'était ma mère qui faisait ça. Fait que l'impression que j'avais, c'est que il se sentait complètement démuni là-dedans, mais il était Mm. incapable d'aller chercher de l'aide parce qu'il voulait pas paraître pour quelqu'un de faible. Fait que Mm. probablement que quand j'étais plus jeune, le style autoritaire, j'ai pas senti qu'il était aussi élevé. Mais rendu à l'adolescence, avec toutes Mm. l'adversité qu'on a vécue par rapport à mes maladies, les diagnostics, tu sais, comme je l'avais dit, à 13-14 ans, gros diagnostic qui est tombé. Puis j'ai l'impression que pour lui, ça a été peut-être son moyen plutôt malsain d'essayer de reprendre du contrôle Mm. sur la situation, sur son image, Ouais. au monde. Ben c'est ça. Moi, je pense clairement ça parle d'un manque de d'outils dans leur rôle parental. Mais tu sais, ce qui donne de l'espoir, c'est que ça se travaille, ça. Fait que, tu sais, des parents, mettons, là, tu sais, qui utilisent des stratégies plus contrôlantes, ou, tu sais, ça se travaille. Tu sais, il y a des ateliers, il y a des programmes avec les CLSC, il y a des programmes, me semble, si je me trompe pas, certains programmes offerts par la DPJ, tu sais, de vraiment soutenir les parents dans leur rôle parental pour optimiser leurs pratiques, puis de justement adopter des pratiques parentales qui soutiennent l'autonomie, ou tu sais, qui sont beaucoup plus bénéfiques pour la relation. Mais clairement, ça parle d'un manque de connaissances, puis d'un manque d'outils dans leur rôle parental. Mais tu sais, faut pas tout excuser non plus, là. Tu sais, ça excuse pas non plus la violence, mais. Ben, en fait, même, ce que ça me fait penser, ce que tu es en train de dire, c'est par rapport à l'autonomie. Pour eux autres, l'autonomie, c'était quasiment un ennemi parce que il y avait Hum. tellement peur par rapport à mon état de santé que
ils étaient Mm. réticents à me donner plus d'autonomie, là. Pendant longtemps, c'est eux qui coupaient mes aliments. C'est eux qui m'ont fait la cuisine très, très, Mm. très longtemps. Ils m'ont fait manger avec une bavette jusqu'à l'âge de 12 ans. Je veux dire, j'ai jamais vu ça, là. Tu sais, à quel OK. point, là, que c'était intense, mais c'est ça, moi, pour te Ouais. donner une idée, je me vomis dans les poumons la nuit, là. Fait que c'est Oh assez mon intense, Dieu. là, comme, Ouais. fait que les autres, tu sais, on se réveillait la nuit parce qu'on m'entendait tousser, puis là, je m'en allais dans la salle de bain, je prenais les pilules que j'avais à prendre pour Mm. calmer les crises, là, mais c'était du reflux gastrique extrême, ce que je vivais. Fait que, tu sais, Ben je oui. comprends à quel point que ça pouvait les rendre très, très, Mhm. très nerveux, tu sais, puis qu'ils avaient besoin d'essayer de contrôler les Mm. choses le plus possible pour eux autres être capables de dormir, tu sais. Fait que, tu sais, je suis Mm. capable quand même de me mettre un peu dans leur peau puis Ouais. de voir à quel point c'est intense, là. Ben Mais oui, j'ai oui. l'impression que ça fait partie de pourquoi le style parental autoritaire s'est un peu imposé dans Ben ma oui. famille. Ma mère était moins comme ça, mais moindrement que je devenais émotive, mon père embarquait dans le décor, puis Mm. il chiait toute la patente, là. Ma mère essayait de Mm. communiquer avec moi, essayait de me comprendre, puis tout, mais lui, il était brassé la cabane, si je peux dire ça comme ça. Puis sinon, ta transition à la vie adulte, ça s'est-tu bien passé en général? Parce que tu avais l'air d'avoir quand même un bon lien avec ta nouvelle famille d'accueil. Ça a quand même bien été. C'est sûr que c'est ça. Heureusement pour moi, j'ai été chanceuse. Il n'y a pas eu question de à mes 18 ans, je pars, là. Fait que ça, je suis vraiment, vraiment reconnaissante. Puis, tu sais, je pourrais jamais les remettre. Jessica a fait des confettis. Mais non, c'est ça. Je pourrais jamais être assez reconnaissante pour ce privilège-là que j'ai eu, là. Tu sais, ça part de l'attachement qu'on a développé ensemble, puis c'est vraiment de l'amour qu'on a, tu sais, tous un envers les autres. Mais ça reste que, tu sais, mettons mes études au cégep, tu sais, c'était moi qui payais. Fait que, tu sais, j'ai été quand même sur, tu sais, l'aide financière aux études. Tu sais, à partir de 18 ans, j'ai pas eu tu sais, de soutien financier quand même. Fait que j'ai dû me débrouiller. Tu sais, c'est sûr que tout ce qui était toit sur la tête, tu sais, comme mes parents, ils m'ont aidé, là, mais tu sais, mettons tout ce qui était études. Mais tu sais, je travaillais, fait que c'est correct, là, ça fait partie aussi de me responsabiliser comme adulte. Fait que, tu sais, ça a quand même bien été la transition à vie adulte. Puis, ah oui, puis j'ai eu recours à le programme qualification jeunesse. Fait que ça m'a vraiment aidé, là. Tu sais, j'ai eu une intervenante que, elle restait dans ma vie au-delà de mes 18 ans, là, si je me trompe pas, jusqu'à mes 19, 20 peut-être. Fait que ça m'a vraiment aidé. Puis tu sais, c'était vraiment chouette là, à m'accompagner dans justement ces étapes-là de vie adulte. Elle venait avec moi aux portes ouvertes au cégep. Quand que, me semble, je devais me meubler. Si je me trompe pas, je devais me meubler, puis elle venait avec moi au Ikea et m'acheter des meubles, tu sais, m'équiper, puis fait que non, j'ai quand même eu un beau soutien par rapport à ça. Comment ça s'est passé justement? Parce que là, tu as acheté des meubles, donc tu as pris la décision de quitter pour aller en appartement. Comment ça s'est fait, cette décision-là de partir en appartement? Ouais, pendant que je disais ça, j'essaie de me remémorer, j'essaie de me souvenir. Peut-être une autre question en attendant, ou peut-être qui peut aider à la réflexion. Tes parents d'accueil, est-ce qu'eux, il y avait un enfant aussi à eux, un enfant bio? Parce que tu Ben disais oui, que c'était comme leur coach, ton coach de soccer, souvent c'est parce qu'il y a un enfant à lui dans la ligue de soccer exact. aussi, là. Oui, Fait oui, c'est que, ça. vous Oui, aviez j'avais, sensiblement la même âge aussi, je suppose. Fait que, ouais, exact. Dans le fond, j'avais mon ami coéquipière de soccer que on avait le même âge, puis il y avait également son frère qui est un an plus jeune, puis une petite cocotte que là actuellement elle a 11 ans, elle va avoir 12 ans. Donc quand même un grand écart d'âge, mais fait que tu sais eux ils ont 3 enfants biologiques. Donc là moi je me suis ajoutée à ce portrait-là. Donc tu sais on comprend que c'est quand même une famille nombreuse. Donc c'est pour ça aussi là, tu sais je m'attendais pas non plus à ce qu'ils me payent tout, puis tu sais c'est normal, puis tu sais, ils m'ont déjà beaucoup donné, fait que c'est pour tout ce qui était autre, j'ai plus possible économisé de l'argent pour me payer mes trucs, mais
Je suis restée chez mes parents, je pense jusqu'à temps que j'aille à l'université, en fait. Fait que tout le long de mon cégep, je sais que j'étais encore chez mes parents. Puis quand que je rentrais à l'université, dans le fond, ils ont vendu la maison à Laval, se sont installés en campagne. Puis je pense que c'est à ce moment-là que j'ai comme dû réfléchir à mon plan pour l'université qui est à Montréal. Finalement, je me suis installée à 20 ans à Montréal, toute seule. Puis j'ai eu beaucoup de l'aide financière aux études, mais également j'ai repris contact avec ma grand-mère biologique durant l'adolescence. Puis elle a voulu me soutenir. Tu sais, on a comme repris contact, on a recréé un lien, recréé une relation. Puis elle a voulu me soutenir. Donc j'ai eu cette chance-là aussi à ce moment-là que pour mes études à l'université, elle m'a aidée. Donc là, ça a été un gros, gros coup de pouce. Puis sincèrement, je sais pas comment j'aurais été capable d'y arriver, sincèrement, sans son aide, parce que c'est un loyer à Montréal, des études universitaires, en plus avec le bac qui me demandait énormément de temps, j'aurais pas pu le travailler en même temps. Donc moi, c'est ça qui a fait la différence aussi là. En ce moment, j'aurais pas pu là, me rendre aussi loin, je pense, dans mes études. Ben, je sais qu'il y en a qui le font, mais vraiment, je leur lève mon chapeau, mais moi, ça a vraiment fait la différence, là. À part le programme de prêts et bourses du gouvernement, là, ben standard auquel on Ouais. s'endette beaucoup avec les Mhm. taux d'intérêt qui ont augmenté. Merci la CAQ. Est-ce qu'on t'a informé qu'il existait des bourses d'études spécifiques pour les ex-placés aussi? Non. Non, on m'a pas informé du tout. C'est sûr que j'appliquais sur des bourses de l'université, mais il y avait rien qui s'appliquait à ce niveau-là. Mais non, j'ai jamais été informée de ça. OK. Mais Ben, c'est ça, Jess, ton PQJ. tu dis-tu c'est où ce qu'elle peut aller s'informer? Mais non, mais moi, quand que je suis rentrée dans les JEP, en fait, c'est ce qui m'a permis de rencontrer une ex-placée qui était aux études supérieures. Puis c'est elle qui m'avait informé qu'il existait des programmes de bourse. C'était Mm. avec le Children Aid Foundation. Moi, à l'époque, OK. ça s'appelait la bourse d'études avec Ken Dryden. C'est lui qui finançait. Maintenant, je pense que c'est la bourse d'études de Ted Rogers, quelque chose comme ça, OK. puis ça l'arrête comme à 25 ans, fait que je pense que tu vraiment sur ta dernière année. Mais sinon, OK. au niveau doctorat, je pense que de toute façon, Ken Dryden, le Children, je pense que c'est juste pour le niveau bac, je crois. Ah, OK. Mais Bon. après ça, au niveau doc, là, je le sais qu'il y a comme Trudeau, puis d'autres, là, mais c'est pas spécifique pour les explacés, mais ils vont donner, tu coches comme plus de cases, tu as plus de chances de l'avoir quand OK. tu es un jeune qui a vécu un cumul de vulnérabilité, exemple. Puis sinon, Hmm. maintenant, il y a des nouveaux programmes, là, comme je sais que un jeune explacé qui voudrait faire des études comme avocat, la Fondation du barreau, je pense qu'ils payent maintenant les études avec Wow. une entente qu'ils ont faite avec la Fondation des jeunes de Montréal, là, de la DPJ. Wow. Puis tout le programme clé aussi à Laval, puis Chaudière-Appalaches, Montérégie, puis je pense que c'est Estrie. Eux, ils offrent aussi un programme clé qui est pour les études postsecondaires maintenant, qui soutient Wow. aussi le loyer, les études et qui offre un mentor. Puis sinon, ben, c'est ça, chaque région a sa fondation des jeunes de la DPJ. Puis certaines offrent là, des bourses d'études, notamment à Montréal. Ils ont un programme pour soutenir. Mais après, c'est ça, là, il y a comme de plus en plus de programmes Mhm. qui se créent, qui se développent. Fait que nous, on travaille à répertorier tout ça de manière officielle dans un guide qu'on va offrir, Wow. entre autres, à des intervenants du PQJ pour qu'ils informent les jeunes parce que souvent, c'est un Mhm. frein à nos études de se dire, ah, je peux pas me le permettre, ça va me coûter trop cher, je veux pas m'endetter ou plein de raisons qu'on va se donner. Et de savoir qu'il y a ça qui existe, des fois, c'est un coup de pouce qui Vraiment. là, puis- Ben, j'aurais aimé ça, là, le savoir à ce moment-là, mais c'est ça, je suis pas la seule qui a pas été mise au courant, mais clairement que ça va en aider plusieurs parce que, tu sais, malgré le soutien que j'ai eu, tu sais, je suis endettée, là. Tu sais, je suis vraiment Ouais. endettée, là.
Ben, tu sais, juste pour faire une dernière parenthèse sur l'aide financière aux études, nous, on réfléchit beaucoup à faire un plaidoyer politique avec appui le rapport de la commission Laurent, qui a une Hmm. recommandation spécifique qui demande la possibilité d'effacer la dette d'études pour des ex-placés. Oh, C'est wow. écrit dans le rapport. Fait que, tu sais, on peut se mobiliser puis faire des actions de plaidoyer sur ça, Hmm. mais, tu sais, clairement, il y a une iniquité dans la société québécoise sur ça. Quand on se compare aussi au niveau pan-canadien, on a Hmm. plusieurs partenaires qui sont allés en Colombie-Britannique récemment, qui déploient un nouveau programme de soutien jusqu'à l'âge de 27 ans de base à tout le monde, mais qui bonifie si tu es aux études. Fait qu'il y a vraiment un enjeu là, d'iniquité sérieux Vraiment. au travers le Canada, mais au travers le Québec même. Hmm. Donc, on travaille fort pour ça, mais c'est pas séduisant, disons, au niveau de la société québécoise. Il y a beaucoup de sensibilisation à faire. Puis les gens, Vraiment. ils oublient une chose fondamentale que moi, j'ai appris à mes dépens. J'étais trop vieille. Mais c'est qu'au Québec, dans la loi, un jeune a le droit de demander une pension alimentaire comme enfant majeur qui poursuit des études secondaires. Puis ça, quand Ah, t'as ouais, pas de OK. parents pour subvenir à ça, puis que t'es un enfant de l'État, Hmm. ben, à mon sens, c'est à l'État de payer pour nous. Tu sais, Hmm. fait C'est que, vrai. bref, il y a tout un plaidoyer à Hmm. construire, là, mais Ben, Tu sais, merci en tout cas. je sais pas si tu connais le statut déficit fonctionnel majeur à l'aide financière aux études. Déficit fonctionnel majeur. Ben, ça, ce que ça Ah! fait, c'est que, mettons, moi, j'ai des problèmes de santé. Je remplis un formulaire, puis ça transfère tous mes prêts en bourse. Fait que je dois pas une Tout? scène. Tout. Frais de subsistance, Oh! tout. Médicaments, tout OK. magie! payé. Ouais. Oh, wow. Moi, c'est OK. ça Ben que non, je voudrais juste qu'ils élargissent la définition de ça, puis qu'ils c'est ça. incluent les traumas complexes, puis le fait d'être placé à Hmm. des pays, là, tu sais. Ouais. Mais je sais que quand même, j'avais rempli un formulaire. Ben, en fait, non. Mon travailleur social de l'époque avait rempli un formulaire que j'avais joint à mon dossier. Puis je pense que j'étais quand même, tu sais, j'avais quand même plus de bourses Ouais, OK. mais ça, c'est que, la petite cause des situations familiales complexes. ah, c'est ça. C'est que le revenu de tes parents n'est pas calculé. Ah. Donc, eux, ils n'ont pas d'obligation comme parentale à subvenir à tes frais de scolarité. C'est un Hmm. peu un Fait que non-sens parce que un jeune qui serait placé, mais issu d'une famille richissime, il en existe. Mais à c'est vrai. cause de ça, les parents pourraient se décharger de leurs responsabilités. En tout Hmm. cas, c'est Ouais, vraiment mais oui, ça devait être ça, toi, ta petite case que tu as signée qui fait que tu as eu plus de bourses parce ouais, qu'on ne calculait pas que tes parents subvenaient à tes c'est besoins. ça. C'est Non, c'est ça, ça. mais quand même. Le statut DFM, c'est vraiment signé par tes professionnels de la santé qui Hmm. remplissent un formulaire pour dire que, attester vraiment que tu as des problèmes de santé importants. Hmm. Fait que, Ah, ben, crime. fait que si jamais tu J'aurais- as des jeunes qui viennent te consulter, là, puis qui veulent Ben, s'en aller ouais. dans les études, ben, tu vas pouvoir les référer à Ben, cette oui. possibilité-là. Mais ça, là, c'est, en tout cas, merci vraiment pour ce que vous faites, là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de travail encore à faire, puis c'est avec des gens comme vous, là, que, à petits pas, on va y arriver, hein. Puis, c'est quoi, toi, les valeurs qui t'ont servi dans tout ton parcours? Je dirais que c'est l'éducation, parce que clairement que comme je misais beaucoup sur l'éducation pour m'offrir une vie meilleure. Fait que vraiment, ça a été central dans mes objectifs de vie. Mais sinon, je dirais quelque chose comme la bonté puis l'altruisme. Parce que, tu sais, oui, c'est ça, moi, j'ai tout le temps voulu aider les gens, puis d'aider les jeunes, tu sais, les jeunes qui vivent des trucs difficiles, là, je veux pas mon parcours teinte, mais tu sais, j'ai tout le temps voulu devenir psychologue pour enfants et adolescents. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps voulu aider les gens qui sont vulnérables et dans le besoin. Fait que c'est sûr que je dirais, c'est ça, la bonté et l'altruisme. Sinon, je dirais la persévérance, juste parce que tu sais, c'est l'adversité fait partie de la vie. Nous, on en a sûrement vécu vraiment trop, mais on est encore là. Puis je pense que veux pas, c'est notre persévérance
qui fait en sorte qu'on est encore là aujourd'hui à se battre et à aller de l'avant, là. Tu mentionnais un peu plus tôt que pendant tes études universitaires, tu as eu un gros bout de rough. Mm. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as été capable de traverser ce gros bout-là? Ben, je dirais que c'est ces valeurs-là, en fait. C'est ces trois valeurs-là. Fait que, tu sais, c'est vraiment de m'accrocher à mon objectif, à mon ambition, à mon rêve, tu sais, de devenir psy, qui est motivé par mon désir, ma drive d'aider les gens, puis c'est un peu cette résilience-là, puis cette persévérance-là. T'avais-tu des outils concrètement qui peuvent aider? Tu sais, comme moi, personnellement, la grille de restructuration cognitive, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé à faire mon cheminement, peut-être début vingtaine. Je sais pas si tu as des outils comme ça à partager à notre auditoire. Ah ouais, ben c'est une bonne question. Ben moi aussi, en tout cas, elle m'a vraiment aidé cette grille-là. J'ai consulté une travailleuse sociale à l'époque dans un CLSC, puis ça aide beaucoup, tu sais. Mais sinon, c'est sûr que j'irais avec un peu tout, tu sais, c'est un peu cliché, là, mais tu sais, des listes de stratégies d'auto-soin, de gestion du stress, là, c'est vraiment un must parce que, tu sais, quand on est pris dans l'émotion, on n'a comme plus accès à nos capacités réflexives, là. On n'a plus accès à tout ce qui est lobe frontal, là. Fait que on peut plus planifier, raisonner. Fait qu'on a besoin de stratégies concrètes qui nous ground, puis une liste. Tu sais, c'est comme un objet tangible qu'on se raccroche un peu à la réalité, même quand on est pris dans toutes nos émotions, qu'on peut se rattacher à ça, puis OK, se rappeler de c'est quoi qu'on avait noté quand on n'était pas dans l'émotion, puis des essayer, puis tu sais, il y a des jours ça va pas marcher, puis tu sais, faut que tu aies une bonne liste, le garni pour bon, OK, celle-là elle marche pas, on va essayer autre chose, fait que moi, je dirais que ça, c'est essentiel, là. Fait que si vous en avez pas, faites-vous-en une dès ce soir, mais je dirais que ça serait quand même ça, là. Bon, ben, je vous quitte, je m'en vais faire ça. Ciao. Non. Je vais donner un petit truc vite fait parce que ces temps-ci, je suis d'une période un peu rochante, un peu stressante. Puis, il y a un podcast que j'aime beaucoup écouter qui s'appelle le Huberman Lab de Andrew Huberman. Puis, il y a un de ces trucs que j'ai commencé à pratiquer cette semaine pour augmenter le seuil de stress qu'on est capable de tolérer. Donc là, moi, ça fait au moins 1 an que je prends des douches d'eau froide tous les jours, ou presque, 3 minutes. Puis j'essaie pendant que parce que ça stresse notre corps, pendant que je suis stressée, pendant que je suis dans la douche, j'essaie d'élargir mon champ de vision. Parce que quand on est stressé, on a tendance à avoir une vision en tunnel, puis d'essayer de se pratiquer à l'élargir, ça fait que quand on est en situation de stress réel, c'est une faculté qui se développe, puis ça fait qu'on peut augmenter notre tolérance au stress. Puis un autre truc que j'essaye aussi ces temps-ci, moi, respirer par le ventre, ça marchait vraiment pas. OK. Puis lui, un des trucs qu'il donnait, ça s'appelle je vais le dire en anglais, là, cyclic sighting. C'est le soupir cyclique. Fait que c'est comme de faire, tu t'inspires, tu remplis tes poumons, puis après ça, tu continues à inspirer une petite chute de plus, puis après ça, tu expires lentement pendant 8 secondes. Comme si tu voulais mettre de la buée dans un miroir. Fait qu'en théorie, ça donne... Ouais, mon chum m'avait parlé de ça. Pour vrai? Ouais. Je pense qu'il a écouté la même affaire que toi. C'est ça, c'est un homme qui va dans des bains de glace puis dans des trucs glacés, hein? Ça, c'est Wim Hof. Ça, c'est Wim Hof. Mais quand même, il parle de trucs de Wim Hof dans son podcast. Lui, je pense que c'est un neurobiologiste, un professeur à Stanford. Puis il y a un épisode complet là consacré au stress, puis il y a des techniques vraiment basées sur comment le corps réagit, c'est quoi la physiologie. Puis c'était 2 trucs que là moi j'essaye en ce moment, puis que à date ça a l'air de fonctionner. Donc good. C'est un bon truc. Ouais, fait que parce que c'est ça, moi étrangement respirer par le ventre, c'est comme si je devenais trop saturée d'oxygène ou de quoi, mais ça faisait juste pas ralentir mon rythme cardiaque. Fait qu'il fallait que je pense à d'autres stratégies, tu sais, puis même lui il spécifie que respirer vraiment juste par le ventre, puis si tu as tendance à respirer fort, ça se peut que ça calme pas. Fait que lui il conseillait de respirer avec le diaphragme, mais de côté. Comme si, mettons, t'élargis avec un accordéon.
tes poumons. Tu sais, mettons, tu as un accordéon, là, tu l'attires sur les deux côtés. Bon, ben, en théorie, tu vas sentir ton muscle diaphragme travailler plus dans le coin du dos. Fait que là, Je l'avoue, essayer de se pratiquer, là. Fait qu'en tout cas, c'est ça. C'est un autre truc que j'avais développé, tu sais, puis avec la respiration cyclique là, qui dit là, avec le. Parce qu'il dit que quand on soupire, en théorie, c'est comme si tu évacues du stress, c'est comme si tu calmes ton système nerveux en faisant ça. Fait que c'est du soupirage contrôlé. J'entends. Ben, tu sais, c'est vraiment comme une alternative pour les techniques de respiration pour ceux qui sont pas capables, mais ça a le même effet, là. C'est d'apaiser le système nerveux, là, pour comme envoyer à ton cerveau, il y en a pas de danger, il y en a pas de menace, là. Il y en a pas de mammouth qui va te courir après, là. Mais je pense aussi que c'est important d'être capable, tu sais, comme moi, je suis 24/7 chez moi. Je ne sors pratiquement plus de chez moi. Je fais tout à distance. Fait que c'est sûr que moi, il faut que je me provoque du stress pour pas tomber trop sur le nerf puis qu'il y ait trop un contraste avec la vie quotidienne, la vie extérieure, tu sais. Fait que c'est un peu pour ça que j'avais commencé ça, les fameuses douches d'eau froide qui font tant réagir Jessica, la co-animatrice. Ouais, mais en plus, ça a plein de bienfaits, même sur le corps. En tout cas, j'ai entendu dire. Ouais, j'aime mieux aller au spa, moi. Expérience thermale, c'est un petit peu mieux pour moi. C'est vrai? Ouais. On va laisser 3 minutes pour toi, ma belle Maggie, dans ta douche, mais moi, non, j'irai pas là. Je mets pas le homard dans ma douche. Si tu avais 3 choses que tu voudrais améliorer, Jessica, dans le réseau au niveau de la protection de la jeunesse ou plus largement, ça serait quoi? Ben, c'est sûr que comme on parlait plus tôt, je pense qu'il devrait quand même, tu sais, le processus d'évaluation des signalements devrait être révisé, là, parce que il y a plein de jeunes là, qui passent dans le mail du filet, dont moi j'ai passé un peu trop longtemps. Là, fait que, tu sais, un peu comme tu parlais, Jessica, tantôt, tu sais, j'ai pas été rencontrée, j'ai pas, tu sais, les informations du signalement ont pas été vérifiées, ont pas été validées, ils ont pas été pris au sérieux. Fait que clairement, il y a quelque chose à ce niveau-là à changer. Mais en même temps, je comprends que réalistiquement, il y a beaucoup de signalements, il y a beaucoup de demandes. Fait que clairement, je pense le point le plus nécessaire, c'est d'avoir plus de ressources financières. Fait que le gouvernement devrait clairement prioriser ces jeunes-là, prioriser la jeunesse vulnérable, tu sais, puis les adultes de demain qui sont un petit peu écorchés puis qui méritent. Ils méritent les ressources, ils méritent les outils, ils méritent d'avoir une vie, tu sais, elle sera sûrement pas pareille qu'un autre jeune qui a vécu un environnement familial adéquat, mais pour s'y rapprocher du moins, là, fait que c'est sûr que ça n'en fait pas trois, mais en fait, je dirais juste celle-là, ça changerait tellement de choses que le gouvernement priorise dans son budget, là. Mais tu sais, pour revenir un peu à ce qu'on parlait au début par rapport à la tribune téléphonique avec Céline Lamy, là, moi, je pense pas que les signalements pour la DPJ vont s'en aller en diminuant avec les années. Non. Fait que je sais pas 100%. comment est-ce qu'on va faire pour y parvenir, là, à répondre à cette demande-là, mais une des raisons simples, Maggie, une des raisons simples aussi, c'est qu'on augmente de plus en plus le nombre de motifs de compromission. Avant, les fugues n'étaient pas là. Avant, il n'y avait pas, tu sais, la violence conjugale n'était pas nommée de la même façon qu'elle l'est aujourd'hui. Fait qu'on ajoute des motifs de compromission pour plus protéger les enfants aussi. Fait que c'est un peu normal qu'il y ait plus de signalements aussi parce que la population est plus sensibilisée à ça. Mais comme le problème, c'est qu'il faut pas que ce soit la porte d'accès pour avoir des services. Tu sais. C'est pas normal que, comme Jessica l'expliquait, que tu en arrives à dire ah ben je vais poser une menace à ma propre sécurité avec des idées suicidaires, voire des tentatives suicidaires pour obtenir des services. Tu sais, c'est comme il y a une incohérence là aussi, je pense. Là. Si tu avais un message à transmettre à des jeunes qui ont été placés avec la DPJ, qui sortent de placement, tu leur dirais quoi? Ben, de se trouver un sens à leur vie,
un sens à ce qu'ils ont vécu, puis d'essayer d'utiliser ça comme énergie pour, vers un objectif. Moi, c'est un peu comme je disais plus tôt, c'est vraiment comme mon objectif de profession qui a tout le temps été mon filon à m'accrocher malgré l'adversité. Donc, j'ai vraiment envie d'encourager les jeunes, puis que ce soit des jeunes placés en ce moment ou des ex-placés, de se trouver, qu'est-ce qui fait vibrer en dedans. Puis ça, quand tu as trouvé qu'est-ce qui te fait vibrer, accroche-toi à ça, puis mets toute l'énergie, tout l'effort qui est possible pour toi pour vraiment créer un sens à ta vie, puis que tu puisses en retirer de quoi de significatif, puis de tourner un peu l'adversité en de quoi de comme une motivation à avoir une vie qui est cohérente avec ce qui te passionne, avec ce qui te fait vibrer, ce qui te fait sentir vivant. Fait que c'est un peu ça que j'encouragerais les jeunes à faire. J'ai l'impression que la différence entre ceux qui réussissent à atteindre leurs gros objectifs et ceux qui réussissent pas, c'est ceux qui réussissent à décomposer leurs gros objectifs en petits objectifs quotidiens. C'est vrai. Moi, personnellement, dans mes études, là, j'y vais une semaine à la fois. Je me dis, cette semaine, je vais faire cette lecture-là, ce travail-là, cette chose-là. J'essaie de, oui, garder le big picture en tête, mais d'y aller avec des petits objectifs. Est-ce que ça, toi, c'est une stratégie qui t'a servi? Ben oui, vraiment. Là, puis tu sais, de fractionner en étapes, mais ensuite aussi de te questionner peut-être au jour le jour. Bon, est-ce que ce que je fais en ce moment m'amène vers l'accomplissement de cet objectif-là, de cette étape-là? Tu sais, fait que c'est correct, là, tu sais, de faire des détours, des erreurs, de pas prendre un chemin linéaire, mais tu sais, comme ultimement, est-ce que ce que tu fais, c'est cohérent avec qui t'es, mais la personne que tu veux devenir, puis la personne que, tu sais, comme le but que tu veux atteindre, mais clairement, moi, c'est sûr que d'y aller étape par étape, tu sais, de me concentrer sur mon secondaire, me concentrer sur mon cégep, me concentrer sur mon université. C'est sûr que sinon, c'est gros comme une montagne, là. Fait que d'y aller comme un examen à la fois, un cours à la fois, même si c'est ennuyeux, tu sais. Mais vraiment, pour moi, c'est peut-être qu'après, chaque personne est différente, mais vraiment, pour moi, ce qui donnait un sens à mon cours plate, ben c'était l'objectif final ultime. Tu sais, j'étais comme OK, ben c'est pas pour rien que je le fais, tu sais, mais c'est parce que des fois ça peut être difficile de se motiver quand tu vas dans le cours de philo quand tu veux devenir psy genre. Tu sais, c'est par exemple. Moi, ma mère elle disait, puis elle a une feuille chez eux là, qui est écrit c'est quoi ton rêve puis qu'est-ce que tu fais chaque jour pour l'atteindre. Ben c'est un peu ça. Ouais. Ben, gros merci d'avoir participé à notre podcast. On est super privilégiés d'avoir quelqu'un qui est au doctorat. C'est très impressionnant comme parcours. Ah, ben, si jeune âge aussi, hein, faut le dire, là, parce que 25 ans. il y a eu un parcours assez typique, je pense qu'on peut le dire au niveau scolaire, là. Comme suivi quand même le parcours typique. Ouais. C'est tout à ton honneur d'avoir réussi. Tu peux en être fier. Ben merci, mais tu sais, je veux surtout pas non plus mettre de la pression, dire que tu faut absolument que tu atteignes le doctorat, mais plus que vu que moi c'était ça mon ambition, c'était ça mon objectif, mais vous trouvez votre objectif puis comme suivez là-dedans, puis tu sais en fait ce qui est beau c'est de voir quelqu'un qui a accompli puis qui est épanoui là. Mais il faut du monde dans toutes les couches de la société. Tellement. Hein, les gens qui sont éboueurs sont aussi importants que les médecins. 100%. Il n'y a pas de sous-métier. Non. Merci vraiment pour ce que vous faites puis de m'avoir invité. Merci à toi. Bonne soirée. Bye.